Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le jeudi 27 mai 2021. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue au sommaire de cette émission. Des mots inédits mais pas d'excuses. Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. On retrouvera Justine Brabant à Kigali. Les violences sexistes et sexuelles à la RATP. Comment la régie des transports parisiens les gère? Célia Mebroukine a enquêté. Salut Célia. Salut Valentine. Entretien avec l'historien Johan Chapoutot, spécialiste de l'Allemagne et du nazisme. Comment analyse-t-il la période qu'on vit entre pandémie qui dure et montée du discours d'extrême droite? On lui posera la question. Depuis Nicolas Sarkozy en 2011, aucun président français n'est allé en visite officielle au Rwanda depuis le génocide des Tutsis en 1994. La visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui était donc attendue, tout comme son discours ce matin au mémorial du génocide de Kigali. Pas d'excuses dans ce discours, mais des mots qui se voulaient sincères. Les tueurs qui hantaient les marais, les collines, les églises n'avait pas le visage de la France. Elle n'a pas été complice, mais la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Elle a un devoir, celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité. Reconnaître ce passé, notre responsabilité, est un geste sans contrepartie. Seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner. Nous faire le don alors de nous pardonner. Voilà l'extrait du discours d'Emmanuel Macron. On retrouve Justine Brabant sur place. Oui, je me trouve à Kigali, à la présidence rwandaise, où Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président rwandais Paul Kagame. Alors juste avant cette rencontre, Emmanuel Macron s'était rendu au mémorial des victimes, au mémorial du génocide perpétré contre les Tutsis de Gisozi, où sont inhumées près de 250 000 victimes. C'était un moment très attendu. L'Élysée avait laissé entendre que le discours qu'il prononcerait serait historique, et Emmanuel Macron lui-même avait annoncé ce matin, je cite: au moment de décoller pour Kigali, j'ai une conviction profonde. Au cours des prochaines heures, nous allons écrire ensemble une page nouvelle de notre relation avec le Rwanda et l'Afrique. Alors l'enjeu, c'était bien sûr les mots qu'Emmanuel Macron aurait sur le rôle de la France dans ce génocide, et les éventuels mots d'excuse ou la demande de pardon qu'il adresserait aux rescapés. La Belgique ou encore l'ONU ont déjà présenté des excuses. Alors le moment a été assez solennel. On a vu un Emmanuel Macron plutôt grave, qui a tenu un discours à la fois important et assez décevant. Important parce que en soi, venir ici dans ce mémorial était un symbole fort après des années de relations franco-rwandaises parfois tumultueuses, et le refus de nombreux dirigeants français de se confronter à cette mémoire. Important aussi parce que Emmanuel Macron a eu des mots qui ont particulièrement résonné pour les rescapés, qui ont démontré qu'il avait pris le temps de comprendre ce qu'avait été ce génocide pour ceux qui ont survécu. Il a par exemple commencé son discours en citant un proverbe kinyarwanda, souvent utilisé ici: seul celui qui a traversé la nuit peut la raconter. Un discours important donc, mais aussi décevant pour tous ceux qui espéraient des paroles fortes du président à propos de la responsabilité française. Il n'a pas demandé pardon, il n'a pas prononcé le mot excuse. Il a utilisé cette formule à la fois subtile et un peu ambivalente: seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner, nous faire le don alors de nous pardonner. Par ailleurs, pour l'anecdote, dans une première version du discours que les journalistes avaient reçu, Emmanuel Macron devait dire je viens reconnaître l'ampleur de nos responsabilités. Il a finalement opté pour une version moins forte, en disant je viens reconnaître nos responsabilités, sans d'ailleurs réellement les détailler concrètement. En conférence de presse un peu plus tard ici à la présidence, Emmanuel Macron a clarifié, a expliqué sa position.
un peu alambiqué, il faut bien le dire, concernant cette notion de pardon. Il a expliqué, je cite, « Un génocide ne s'excuse pas et un pardon ne s'exige pas. Qui serais-je pour le faire ?» Des explications assez maladroites, il faut bien le dire, puisque bien sûr Emmanuel Macron n'a pas exigé de pardon, mais il peut au moins le demander, ce qu'il n'a pas fait. Quant au génocide qui ne s'excuse pas, c'est pourtant ce qu'a fait par exemple la Belgique en présentant des excuses officielles pour son rôle dans le génocide au début des années 2000. Maladroit aussi, enfin, parce qu'il a répété que son rôle était de dire la vérité et de ne pas, je cite, contenter telle ou telle clientèle, sachant que l'on parlait de collectifs, de rescapés d'un génocide qui a fait près d'1 million de morts. C'est peut-être une maladresse, en tout cas une drôle d'expression. Mais tout ça n'a pas semblé troubler Paul Kagame, le président rwandais, qui, il l'a répété, tient à tourner une nouvelle page de l'histoire des relations franco-rwandaises. Il a jugé le discours d'Emmanuel Macron très courageux. La suite du programme de la délégation française est d'ailleurs allée dans ce sens, dans le sens de tourner la page, puisque après cette étape au mémorial et à la présidence, Emmanuel Macron devait faire des visites qui lui permettaient d'aborder des enjeux économiques, sanitaires et culturels. En revanche, déception de la principale association de rescapés, Ibuka, qui regrette, elle, l'absence d'excuses. Merci Justine, donc Justine Brabant qui était à Kigali. Son analyse et d'autres articles sur ce sujet à lire dans Mediapart ce soir. Tout de suite, notre enquête. Célia, on va parler avec toi de la RATP et de la façon dont elle gère les faits de violences sexistes et sexuelles et de discrimination. Tu as enquêté et ce n'est pas toujours très bien géré. Oui, Valentine, on a récolté 7 témoignages de femmes qui ont dénoncé des faits de violences sexistes ou sexuelles ou des faits de discrimination. Toutes déplorent une gestion trop approximative ou trop lente de leurs alertes par la RATP. Avec Yumni Kezouf, on a rencontré Fatma. Elle est conductrice de bus. Elle est élue force ouvrière des salariés au conseil d'administration de la RATP et elle raconte avoir subi une agression en 2018 par un de ses supérieurs après un différend. On était dans son bureau aussi, la porte fermée, et il m'a pris d'un seul coup dans ses bras sans me demander mon avis. Et il m'a serré fort et j'ai été obligée de me courber pour qu'il ne sente pas ma poitrine, etc. J'ai senti qu'il avait pris mon corps et qu'il voulait le plaquer contre lui. Ce n'est pas la seule fois qu'elle sera confrontée à un comportement déplacé de ce chef. Il avait son casque dans la main gauche, il avait ses gants de moto dans la main droite. Et il a pris ses gants, il s'est mis, il a avancé son bassin en avant, il a attrapé le tout au niveau de son sexe. Et il a secoué le tout et il m'a dit « Ah, c'est qui a la plus grosse ? C'est qui a la plus grosse ?» Je lui ai dit « Arrête d'être vulgaire ». Et il me dit « Ah, ça va, ne fais pas comme si t'en avais jamais vu ». Et de là, voilà quoi, ça m'a coupé et j'ai plus rien dit et je suis partie. Traumatisée, je me suis dit mais ça va trop loin. En fait, il commence par me proposer un câlin, après il me fait un câlin, après il me parle comme ça devant tout le monde. J'avais les larmes aux yeux. La RATP ne lance pas d'enquête, mais Fatma demande une confrontation. Il a tout reconnu. Devant le directeur, oui, il avait l'air navré, mais il m'a dit qu'il pensait pas que ça allait me froisser. C'était suffisant pour vous, des excuses ? Non, parce que j'avais l'impression que c'était pas sincère, c'était juste parce que c'était devant le directeur. Fatma dépose plainte, la RATP finit par sanctionner ce chef, mais n'en informe pas Fatma, contrairement à la règle. Il m'a dit qu'il avait eu 5 jours de mise à pied suite à la confrontation. Vous l'avez su quand, ça ? Lundi. Donc il y a 3 jours. Oui, il y a 3 jours. Je l'ai su lundi et... Vous souriez parce que vous êtes soulagée ? Oui, je suis soulagée et aussi que c'est pas normal que je le sache que maintenant, quoi. Donc voilà. Mais c'est sûr que ça fait du bien de l'entendre. Ça m'a fait du bien de l'entendre. Je peux enfin passer à autre chose. Alors, ce n'est pas tout. Fatma tombe aussi enceinte 2 fois et à chaque fois, sa grossesse va poser problème. Tout ce qu'il me donnait à faire, en fait, je le faisais parce que je pensais que c'était normal. Je pensais que c'était normal de venir à 4h30 du matin, à moins 6 degrés, allumer les bus qui sont garés à l'extérieur, le chauffage de tous les bus. Pour que les machinistes, quand ils arrivent, ils soient au chaud et que leur bus il soit démarré, tellement il faisait froid. Et moi, j'étais obligée de retourner au dépôt de temps en temps pour me réchauffer, tellement j'avais froid. En sachant qu'il y avait du verglas par terre et que j'étais enceinte et je faisais que de monter et descendre. Pour moi, c'était normal, donc je le faisais normal. Rebelote lors de sa seconde grossesse. C'était la canicule, je crois. Il faisait plus de 40 degrés.
Là, la mission du jour, quand j'y suis allée, c'était de monter dans une rame, dans un tramway, faire un arrêt, descendre. Remonter dans le prochain, faire un arrêt, descendre. Monter dans le prochain, faire un arrêt, descendre. Et puis c'était ça toute la journée. Ça vous a épuisé ? Ça m'a épuisé avec la chaleur, j'en pouvais plus. Le médecin du travail préconise alors un poste moins physique, mais selon elle, la RATP n'en tient pas compte. Je suis allée voir le médecin du travail, il m'a fait un tas de restrictions où il a demandé à avoir un poste tertiaire. Quand je suis venue apporter ça à la RH, c'était une femme. Elle me l'a limite jeté à la figure et elle m'a dit moi j'ai rien pour vous, retournez voir le médecin du travail. Alors, on s'est renseigné, l'employeur a obligation de suivre l'avis du médecin du travail lorsqu'il demande un aménagement de poste. Et on a aussi consulté un document interne à la RATP qui va, lui, un peu plus loin. Dans les instructions générales que la direction envoie à ses employés, il est écrit que les femmes enceintes exerçant un métier de sécurité, comme Fatma, sont affectées à un autre emploi dès la déclaration de leur état, sans obligation de consulter le médecin du travail. Fatma pouvait aussi demander, sur avis du médecin, un aménagement de ses conditions de travail. Alors, nous avons contacté la RATP ce matin au sujet des situations qu'a vécu Fatma et ils nous ont rappelé le contenu de ce document, mais ils n'ont pas pu s'exprimer sur ce cas précis. Et dans la même veine, on a récolté d'autres témoignages et encore plus grave, c'est celui de Dilia Goloko. Dilia est une ancienne conductrice de bus à la RATP. On l'a rencontrée chez elle, en banlieue parisienne. Le 8 décembre 2018, elle conduit pour la première fois seule après sa formation. J'ai eu aucun problème, j'ai fait ma prise de service en heure, j'ai terminé mon service à l'heure. C'était une très très bonne première journée pour moi. 3 jours plus tard, elle apprend qu'elle est enceinte. Elle a appelé pour lui annoncer que j'étais enceinte d'une grossesse gémellaire, qu'elle était datée déjà de plus de 3 mois et que je ne le savais pas. Donc mon médecin m'avait mise en arrêt maladie parce que le poste de conductrice de bus n'était pas du tout compatible avec la conduite. J'étais vraiment sereine, mon manager m'a vraiment rassurée, donc j'avais vraiment aucune inquiétude sur ma grossesse, sur le fait que j'étais en arrêt maladie à ce moment-là, aucun. Pourtant, 2 semaines plus tard, voici le courrier qu'elle reçoit. La RATP lui annonce lancer une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et parle d'un accident corporel, ce qui signifie en droit qu'au moins une personne a été blessée ou tuée. Celui-ci m'annonce par téléphone que je suis licenciée parce que j'ai écrasé un cycliste le 8 décembre, jour où j'ai roulé seule. Non, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui je suis licenciée parce que j'ai écrasé quelqu'un, j'ai peut-être tué quelqu'un et je ne suis pas au courant, la police n'est pas venue m'arrêter. Sur les lieux de l'accident, si mes supérieurs me suivaient, pourquoi ils ne m'ont pas arrêté, pourquoi ils n'ont pas appelé la police, ils n'ont pas appelé les pompiers, vous me laissez finir mon service à 20h30, je rentre chez moi comme si de rien n'était, et puis là aujourd'hui vous m'annoncez que j'ai écrasé quelqu'un, ça ne tient pas la route quoi. Vous n'avez aucun souvenir de cet accident ? Cet accident n'a pas eu lieu ? Je ne peux pas avoir le souvenir de quelque chose qui n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir le souvenir d'un accident qui n'a pas eu lieu. Dans un procès verbal que nous avons pu consulter, le manager dont parle Dilia, qui était censé avoir été témoin de l'accident, botte en touche à la question des policiers. « J'ai vu le cycliste tomber, dit-il, mais il ne sait pas comment. » Il ajoute que celui-ci n'avait pas l'air blessé et ne souhaitait pas contacter les secours. Il ne faut pas avoir un bac+5 pour comprendre qu'une personne qui est accusée d'un accident corporel et il n'y a aucune preuve qui l'atteste, ça veut juste dire que tout a été inventé. C'est un dossier qui est vraiment monté de toutes pièces de la part de la RATP pour m'évincer de leur rang, tout simplement. Alors, on a contacté la RATP sur le cas de Dilia également, puisqu'une interview filmée n'était pas possible, on l'a faite au téléphone, et la RATP affirme ne pas avoir d'informations sur le cas précis de Dilia à ce moment-là. Vous comprenez que la question qui se pose, c'est est-ce que cet accident a été inventé dans le but de licencier Madame Goloko parce qu'elle était enceinte, parce qu'elle ne pouvait plus conduire de bus et que du coup elle était devenue inutile à l'entreprise. Là honnêtement on peut pas vous répondre, moi ça me paraît franchement moi ça me paraît très gros, mais écoutez on va regarder. Je peux pas vous confirmer ni affirmer. Je peux vous dire, c'est que la loi protège les femmes qui déclarent leur grossesse et que la RATP se conforme systématiquement aux lois. Alors, quelques heures après cet entretien, dans un mail, la RATP a insisté sur le fait qu'elle dément formellement les accusations de Dilia. Selon Dilia, c'est cette procédure qui provoque sa fausse couche. J'étais trop stressée pour l'état dans lequel je me trouvais et j'ai été amenée à perdre mes enfants à presque 5 mois de grossesse. Mon gynécologue l'a attesté, il n'y avait aucun risque
aucun risque de fausse couche tardive. Aucun. C'est-à-dire que le stress que la RATP m'a engendré, l'angoisse que la RATP m'a engendré a fait que... en tout cas, a joué sur le fait que j'ai perdu mes enfants. La RATP fait alors machine arrière. Dans un courrier, elle écrit « Au regard des éléments portés à notre connaissance, nous informant d'une situation particulièrement douloureuse pour vous, nous avons décidé de ne pas donner suite à la procédure que nous avions engagée. » Ça veut dire que la perte de mes enfants a causé ma réintégration, comme l'annonce de ma grossesse a causé mon licenciement. Mentir sur un dossier, sur des faits, sur un accident qui ont jamais eu lieu, je trouve ça juste ignoble. Je trouve ça ignoble et très petit de la part de la RATP. Aujourd'hui, Dilia poursuit la RATP au prud'homme pour harcèlement et discrimination. J'attends juste que justice soit faite. J'attends juste que la RATP soit coupable de ce licenciement abusif que j'ai subi. Je veux juste qu'ils soient condamnés pour le mal qu'ils m'ont fait. Pour mon honneur et pour l'honneur de mes enfants surtout. Pour que je puisse tourner la page et avancer un petit peu dans ma vie. Alors, dans l'entreprise, les femmes qui dénoncent ce type de discrimination ou de violence sont parfois soutenues par des représentants syndicaux. C'est notamment le cas d'Ahmed Berral. Il est syndicaliste CGT et référent harcèlement à la RATP. Ahmed passait en conseil de discipline début mai à Paris. Un rassemblement de soutien était organisé par la CGT. Et pour Ahmed, c'est son engagement qui lui vaut cette procédure. C'est pas qu'on attaque réellement. On attaque toutes les femmes qui ont osé parler, dénoncer le harcèlement sexuel dans cette entreprise. Et que la femme n'est pas le boulet de l'entreprise. Il a croisé de nombreux soutiens. Mais je savais que t'allais venir, ça va? Allez, RATP, c'est pas bon de dénoncer les agressions sexuelles. Je me bats pour les femmes et je passe au conseil de discipline. La prochaine fois, je balance plus rien. Les députés Mathilde Panot et Éric Coquerel étaient également présents. Quelques jours avant ce rassemblement, on a rendu visite à Ahmed Berral dans son bureau syndical, dans les locaux de la RATP au nord de Paris. Il nous a raconté en quoi consiste son rôle de référent harcèlement. Et moi, mon rôle, c'est d'alerter. Et j'alerte. Et quand j'alerte, aujourd'hui, on veut m'attaquer. Mais aujourd'hui, est-ce que beaucoup de femmes osent aller parler? Il y a comme une pression. On voit qu'est-ce qu'on fait à moi quand je dénonce des faits. Imaginez-vous une femme aujourd'hui qui se dit si je dénonce un fait d'harcèlement sexuel, qu'est-ce que je risque? La porte ou un acharnement de ma direction pour détourner la chose et m'accuser d'harcèlement moral envers un chef? C'est pour ça que les gens ont peur. En juin 2019, Ahmed reçoit une alerte d'une employée de la RATP. La personne m'appelle par téléphone pour me dire voilà Ahmed, moi j'ai eu un souci, j'ai été agressé sexuellement et je lui ai me définir les faits, comme quoi dans sa voiture, quelqu'un essaie de lui toucher les seins et l'embrasser de force. De là, elle va déposer plainte. Elle m'envoie tout ça sur ma boîte mail RATP avec une alerte. Moi, de cette alerte, je suis automatiquement obligé d'alerter la direction et mon président de la SCCT. J'alerte la direction. La direction dit qu'elle va s'en charger, elle va faire une enquête. De là, pour moi, il va découler une enquête. Et là, je reçois un courrier de Simon et Simon. Pour moi, ce cabinet-là faisait une enquête sur le fait d'agression sexuelle. Quand je vais dans ce cabinet-là, je vois que non, c'est faux. Aux premières questions, on me dit est-ce que j'aurais pas harcelé moralement ce chef qui a accusé d'harcèlement sexuel? Je dis il y a une erreur. Lors d'un entretien préalable, la RATP a détaillé à Ahmed les faits qui lui sont reprochés, notamment d'avoir demandé à ses collègues de ne pas serrer la main ou de ne pas parler au cadre en question, ce qu'il reconnaît mais ne considère pas comme du harcèlement moral. C'est ça l'effet d'harcèlement moral. Je veux dire, c'est lamentable et je trouve que c'est petit. On lui reproche aussi d'avoir transmis la fameuse main courante à certains membres de la direction. On me reproche d'avoir envoyé la main courante à 2 membres de la direction. 2 membres de la direction, c'est quand même... c'est un peu osé. C'est comme il y a un organigramme où nous, on définit les membres de la direction qui sont là. C'est ces membres de la direction nous devons appeler. Ils font partie de la direction. Ils sont formés pour recevoir des alertes et les prévenir que dans votre équipe, il y a potentiellement une personne qui est accusée d'agression sexuelle. Il faut faire attention. Je n'ai pas envoyé un mail où dire « il est coupable ». Non, je vous informe qu'il y a un problème d'agression sexuelle. Ça fait partie de votre hiérarchie, vous faites en sorte de gérer le problème. Et là, on me dit que ces gens-là ne sont pas formés. Mais c'est des membres de votre staff. Pour lui, c'est une stratégie de la RATP pour le faire taire. Quand je gagne déjà... Parce qu'il faut savoir que j'ai quand même gagné 2 prud'hommes contre eux.
Et là, j'en ai un 3e en cours, plus un 4e, il y en a 2 en cours. Je veux dire que... En tout cas, eux, ils m'aiment pas, ça c'est sûr. Ils n'aiment pas ma façon de faire, ils n'aiment pas ma façon de parler. C'est comme la direction générale qui vont en finir avec moi, parce qu'il y a quand même une grosse échéance en 2023, l'ouverture à la concurrence. Il faut faire fermer la tête, couper la tête qui dépasse pour faire passer la pilule pour 2024. Alors, après son conseil de discipline, la RATP a demandé la révocation, c'est-à-dire le licenciement d'Ahmed Berrahal. Il sera fixé au début du mois de juin, donc dans les jours qui viennent. Frédéric Potier de la RATP réfute les accusations portées par Ahmed Berrahal. Je crois qu'on peut nous réfuter très fermement l'idée selon laquelle on serait amené à engager des procédures disciplinaires parce que quelqu'un aurait dénoncé ou signalé des faits. Parce qu'en plus, on est dans un contexte préélectoral lié aux élections professionnelles en fin d'année entre les différents syndicats. Et donc, vous imaginez bien qu'une affaire comme ça, voilà, c'est pas détaillé plus que ça, mais il faut avoir en tête ce contexte préélectoral qui peut amener certaines personnes à... voilà. On a demandé ce qui avait été fait concernant le cadre accusé d'agression sexuelle. Ce que j'ai comme info là-dessus, c'est que la présumée victime, on va l'appeler comme ça, et le présumé harceleur ont été entendus dans le cadre d'une enquête interne. En raison de versions différentes et d'absence de témoins ou de preuves, il n'était pas possible de savoir ce qui s'était réellement passé. Alors, depuis que Muriel Dubois, qui est référente harcèlement au niveau du groupe de la RATP, a été mandatée en tant que référente, donc en mars 2019, la RATP a été alertée 46 fois pour des présomptions d'agissement sexiste, de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle. Elle a diligenté 36 enquêtes qui ont abouti à 18 sanctions. Donc, si on fait le compte, il y a 10 alertes qui n'ont pas été traitées par la RATP. Merci Célia. La suite de ton enquête donc est à lire sur Mediapart. Si vous êtes abonné, bien sûr, et si vous le pouvez, faites-le. On reçoit maintenant un historien, l'un des plus grands spécialistes de l'Allemagne et du nazisme, mais pas que. Il va nous parler de cette année passée sous pandémie et on va le questionner sur notre étrange époque. J'accueille Johan Chapoutot. Bonsoir Johan Chapoutot, bienvenue sur le plateau d'Alerte Libre. Vous êtes historien, professeur à la Sorbonne. On va parler de votre actu et de ce que je viens de dire à l'époque, tout ça. Mais en tout début d'émission, on a parlé du Rwanda et de ce discours d'Emmanuel Macron que je résume, pas d'excuses, mais reconnaissance de responsabilité de la France dans ce génocide. Un mot peut-être sur cette visite du président ? Oui, moi j'étais allé au Rwanda il y a une dizaine d'années pour participer à l'invitation d'Hélène Dumas et de nos amis rwandais au colloque annuel de commémoration du génocide. Et j'avais pu voir à quel point, sur place, l'image de la France était très très écornée. Et je pense que le pouvoir actuel a eu la bonne idée de confier à des historiens, sous la direction de Vincent Duclerc, la rédaction d'un rapport qui a été unanimement salué pour ses conclusions dans des conditions difficiles, parce que beaucoup de documents ne leur ont pas été accessibles. Et le pouvoir actuel en a tiré les conséquences de manière assez digne, je trouve. En partie parce que ce rapport préconisait des excuses. Oui, et puis parce que ce rapport... Il n'a pas été suivi sur toute la ligne. Non, mais ce rapport pointait que la France n'était pas ni complice ni coupable, mais qu'elle avait effectivement un rôle dans cette affaire. Alors, vous avez participé à un ouvrage collectif qui s'appelle Sorbonavirus, composé d'une trentaine de contributions pour comprendre la pandémie au regard du passé, du présent, du futur. Comment vous le décririez, ce livre collectif ? Parce que c'est très éclectique. C'est un livre qui a été réalisé à l'initiative de Pierre-Marie Chauvin, qui est maître de conférence en sociologie à Sorbonne Université. Et l'idée, c'était de confier aux spécialistes des différentes disciplines de cette université, les littéraires, les scientifiques, etc., leur lecture de la pandémie depuis un an. Alors la vôtre, vous avez donc écrit un texte dans ce livre collectif qui s'appelle « La surrection de l'archaïque » ou comment, grosso modo, la pandémie nous a replongé 6 ou 7 siècles en arrière. Voire plus, à peu près, voire plus, parce qu'on remonte au néolithique dans le rapport à la mort, et notamment dans le fait qu'on n'a pas pu effectuer des rites, souvent, qui sont constitutifs de ce qu'on appelle l'hominisation, de l'accession à l'humanité, la symbolisation, le traitement des morts, la conception de l'au-delà, sont des choses dont des centaines de milliers de familles ont été privées. Des obsèques en bonne et due forme. Bref, il y a eu quand même une rupture de civilisation quand même
eu égard à ce rapport aux morts. Ensuite, il y a d'autres temporalités, donc ça c'est une temporalité longue, le néolithique. Ouais. D'autres temporalités plus courtes, de moyenne séquence, par exemple le Moyen-Âge, avec alors je ne dirais pas que notre époque est moyenâgeuse. On va y venir justement. Comme certains. Mais, vous allez trop vite, mais allez-y. Comme certains, mais de fait, on a adopté une solution, là pour le coup, médiévale, voire moyenâgeuse au sens péjoratif du terme, avec le confinement, puisqu'on n'avait pas les moyens d'affronter cette pandémie autrement. Puis il y a une troisième temporalité, encore plus courte, c'est celle d'un passé plus récent, en l'occurrence du dernier autoritarisme massif qui a frappé la France, qui est le régime de Vichy. Oui, c'est ça. Alors j'allais venir à cette phrase que vous écrivez, je la cite, « Aucun historien n'osait le dire ». Car il va de soi que l'on doit manier ces références avec une terreur sacrée, mais chacun d'entre eux, conversation privée faisant foi, a appris beaucoup sur Vichy en quelques semaines sur l'expérience d'un pays où régnaient les flics et sévissaient les corbeaux. Oui, de fait, ça a été le cas. C'est comparable. Bien sûr. À toute proportion gardée, mais quand même, on peut dire, il y a quelque chose... Il n'y avait pas une armée d'occupation, mais il semblait que nous étions en guerre. Je me fie à des discours publics. Et par ailleurs, cette surpuissance attribuée au pouvoir administratif, c'est-à-dire au préfet et à la police, est quelque chose d'absolument inédit depuis les années 1940. Et tout le monde a pu en faire... L'esprit de délation. Oui, et puis tout le monde a pu en faire l'expérience ad absurdum. Lorsque un gendarme zélé interdit à un fils d'aller recueillir le dernier souffle de son père, par exemple, et lui intime de faire demi-tour, il y a eu quand même beaucoup d'abus. Et on a pu faire l'expérience, en un temps très court et de manière très vive, des excès du pouvoir administratif et du blanc-seing donné à la police. Alors, revenons au Moyen-Âge. Justement, je voudrais vous faire réagir à vous en avez fait la référence à ce qu'a dit Emmanuel Macron à la revue Zadig. On va le voir, je vais lire la phrase. On revit des temps au fond très moyenâgeux, les grandes jacqueries, les grandes épidémies, les grandes peurs. Je relierai la période que nous vivons à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. C'est l'époque de phénomènes qui forgent un peuple, je dirais même de la réinvention d'une civilisation. C'est aussi un moment de tension qui travaille le pays entre un État central et des féodalités. C'est pas tout à fait différent ce que vous écrivez, je trouve. Non, alors ça n'a rigoureusement rien à voir. Non, rien à voir. Alors dites-moi. Là, on a quelqu'un qui sculpte sa stature et sa statue de nouveau Laurent de Médicis, incarnation de la Renaissance, dans un rail de campagne électorale. Par ailleurs, il emploie ce terme de moyenâgeux qui est grotesque et ridicule. On parle de médiéval. Il s'est beaucoup fait reprendre par des historiens, notamment sur les réseaux sociaux. Bon, on peut pas être spécialiste de tout, si vous voulez, bien sûr. Mais il est déjà épidémiologiste, donc exactement. Il a beaucoup de travail. Il a agrégé d'épidémiologie, pour l'agrégation d'histoire, ça attendra un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a tellement vendu et survendu, lui et son entourage, l'image du génie, du Mozart de la finance, etc., etc. Bon, très concrètement, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il prend la parole, dit d'énormes bêtises, très souvent, voire tout le temps, et qui pose au président littéraire dans une longue tradition incarnée récemment par François Mitterrand, mais qui n'en a pas la stature ni les moyens, ça c'est certain. D'ailleurs, sur la gestion de la pandémie, vous disiez à Mediapart il y a un an que la différence, en gros, entre la France et l'Allemagne sur ça, c'était que grosso modo, Merkel parlait à des adultes et Macron à des enfants. Et un an plus tard, vous trouvez toujours qu'il nous parle comme à des enfants ? Oui, parce que c'est une personnalité autoritaire, on va dire. C'est quelqu'un qui a une croyance, ou une conviction démocratique assez faible par rapport à quelqu'un comme Angela Merkel ou par rapport aux responsables politiques allemands de manière générale. Lorsqu'on va en Allemagne, on a l'impression en tant que citoyen français d'entrer véritablement en démocratie, avec une presse de très grande qualité, où les débats sont posés, les termes sont définis, et les discours des responsables publics, ça ne tient pas qu'au caractère de Madame Merkel, ça tient tout simplement à l'écosystème général d'une démocratie parlementaire. Depuis 1958 en France, on nous dit que le parlementarisme c'est la chienlit, que ce n'est pas possible, etc. L'Allemagne nous administre chaque jour la preuve contraire. En Allemagne, c'est le Parlement qui commande aux armées. En Allemagne, c'est le Parlement qui exerce les pouvoirs spéciaux, si jamais les pouvoirs spéciaux sont déclenchés. Et en Allemagne, donc, la chancelière, lorsqu'elle prend une décision, doit composer avec le Parlement et puis avec les Länder, et doit tout simplement expliquer rationnellement ses décisions, sur le fondement de la raison, du colloque des raisons. Et c'est pour ça que lorsque Madame Merkel prend la parole, eh bien, elle dit, par exemple, moi ça m'avait frappé par rapport au discours pseudo-clémenciste ou Louis XIVien qu'on avait eu, nous sommes en guerre, etc., qui est une espèce c'était un petit peu la cale et le jambon, si vous voulez, un peu plus tard. C'était pathétique et grotesque.
eu égard aux standards d'une démocratie. Madame Merkel disait, voilà, nous sommes dans une situation dynamique, c'est-à-dire évolutive, nous ne savons pas où nous allons prendre les décisions, nous allons les expliquer, et nous en appelons à la raison et à la responsabilité de tous. Bon, là, c'est une véritable démocratie. Oui. Alors, on est dans une époque aussi qui voit le retour de l'ultra-droite violente et j'aimerais votre analyse là-dessus. Mediapart a révélé un rapport du parquet général de Paris qui analyse ce retour de la violence dans les cercles suprémacistes, antisémites, islamophobes, homophobes, misogynes, bref, et qui envisage donc la lutte armée comme recours pour la survie de notre civilisation, qui voue un culte à l'idéologie nazie. Comment vous qualifiez l'époque dans laquelle on est ? Avec aussi ce discours d'extrême droite qui infuse dans les médias, qui est complètement dédiabolisé par les politiques, sans aller jusqu'à l'extrême droite. Alors, il y a un serpent de mer qui est la comparaison avec les années 30 et le thème du retour des années 30. Ouais. Et un peu l'éléphant dans la pièce. Est-ce qu'on peut la faire, cette comparaison ? Bien sûr, puisque le fait même de faire de l'histoire, c'est faire de la comparaison, puisqu'on parle à partir de maintenant d'un passé. Donc c'est déjà une opération de comparaison, fût-elle implicite. Donc toute comparaison est légitime. Ensuite, c'est l'assimilation qui pose problème. Assimiler notre époque aux années 30 n'a pas de sens, comme toute assimilation en histoire, parce que pour ce qui est des années 30, par exemple, c'est-à-dire les populations occidentales, avaient un rapport à la violence qui était différent. Tout simplement puisque 20 ans auparavant, ou 15 ans auparavant, on avait mobilisé 80 millions d'hommes, on leur avait donné des armes, on leur avait dit que blesser et tuer, c'était bien. Ce n'est pas notre cas, et de plus en plus rares sont les gens aujourd'hui de nos générations à avoir vu ou touché une arme. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc le rapport à la violence est différent. Par contre, ce qui est inquiétant, je pense que le livre de Michael Fussell, 1938, Récidive, nous permet de penser la rémanence des années 30 à nouveau frais. Lui, évidemment, et très justement, ne parle pas d'un retour des événements à l'identique, etc. C'est absurde. Mais par contre, il pointe la rémanence d'un discours, d'idées tout à fait particulières, toutes celles que vous évoquiez, qui appartiennent au registre identitaire, mais aussi au registre viriliste, masculiniste. Toutes choses qui, au fond, ont pignon sur rue et on voit au chapitre. Il suffit de lire ou d'entendre Éric Zemmour chaque semaine ou chaque soir pour entendre que l'homme blanc est menacé par les femmes, par les immigrés et par les homosexuels. Ça c'est quelque chose qui ne choque personne, ni Le Figaro qui héberge sa chronique hebdomadaire, où il répète ça semaine après semaine, ni CNews, ni le CSA. Donc ces discours-là ont droit de citer, si vous voulez, de manière pleine et entière, alors qu'ils pose quand même problème. Et comment est-ce qu'ils infusent ce discours-là, ou est-ce qu'ils infusent en tout cas dans l'esprit de celles et ceux qui ont envie de se projeter dans l'action violente ? Mais ils infusent parce que ces discours-là répondent à des questions que ces gens-là se posent. Des gens comme Éric Zemmour, Patrick Buisson, ou Alain Finkielkraut, ou tant d'autres, ou Michel Onfray, livrent des raisonnements, des thèmes, des idées ou des fantasmes qui répondent à des questions qui sont des questions d'insécurisation identitaire. Qui suis-je, moi, homme blanc, contesté dans mon foyer, dans la cité, dans mon boulot, parce que je suis au chômage, parce que je suis dévalorisé. Le discours identitaire, souverainiste, viriliste, cet empowerment en fait de l'homme blanc, c'est quelque chose de très puissant. On l'a vu avec Trump aux États-Unis, très clairement. On est aussi dans une époque où des militaires, à la retraite ou non, plus ou moins proches du RN, plus tôt, plus que moins, signent des tribunes dans les journaux comme Valeurs Actuelles, donc de droite extrême, pour dire que l'heure est grave et que la guerre des civilisations est à nos portes. Tout ça aussi, c'est un fantasme. Ça, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un carteron de généraux en retraite, comme disait le général de Gaulle, fasse ce genre de choses. Ça, c'est un fond de cuve culturel qui existe dans les forces armées, dans les forces de l'ordre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Par contre, ce qui est nouveau et ce qui est préoccupant, c'est l'absence quasi totale au début de réaction. Il a fallu qu'une partie de la gauche réagisse pour que la ministre des Armées et puis ensuite le chef d'état-major des armées réagissent. Il me semble pas qu'on ait entendu. C'est là qu'il y a un glissement. Oui, dans ce temps de réaction qui est trop long. Mais là, je pense que... Est-ce que c'est ça qui doit être inquiétant ? On a des gouvernants incultes et un peu irresponsables. On l'a vu de manière éclatante, je trouve, le 19 mai, lors de cette manifestation, mais ahurissante. 2 policiers devant le Parlement, flanqués du préfet de police et du ministre de l'Intérieur lui-même, qui venaient manifester. Alors, on nous a dit dans un premier temps
c'est une cérémonie d'hommage à 2 membres des forces de l'ordre qui étaient morts en service. Ce n'était pas le cas. Il y aurait dû y avoir un hommage national, mais ça se fait aux invalides, ça se fait dans des circonstances tout à fait codifiées. Là, ce n'était pas le cas. C'était une manif de syndicalistes excités contre la justice et jouant la vieille rengaine de la police contre la justice. Mais le ministre de l'Intérieur lui-même a prêté main forte à ça, avec l'aval de son chef, le président de la République et le Premier ministre, et sans que le ministre de la Justice, qui pourtant a du coffre, a de la voix, est un ténor du barreau, pas pour rien qu'on parle de ténor, sans que le ministre de la Justice ne prenne véritablement, de manière vocale, sonore, la défense de l'institution judiciaire. Il l'a fait quelques jours plus tard par un entretien, mais c'était un petit peu trop tard et il aurait dû tout simplement rabrouer son collègue de l'Intérieur qui fait du sous Sarkozy de manière assez pathétique. Il y a quelque temps, vous signiez une tribune dans Le Monde en défense des universitaires Gérard Noiriel et Stéphane Beau, auteurs de l'essai Race et sciences sociales qui a fait parler. Dans ce texte, avec d'autres chercheurs, vous regrettiez la dégradation du débat public. Nous déplorons ces inquiétantes dérives qui voient la morale, l'émotion, l'attaque personnelle remplacer la réflexion, l'argumentation, l'intelligence collective. Est-ce que le débat aujourd'hui manque de nuances pour vous ? Oui, ça tout le monde le constate. C'est un effet de structure, tout simplement, hein, avec les canaux qui sont empruntés de plus en plus, les réseaux dits sociaux et notamment Twitter. Bon, c'est une évidence que de dire ça. Mais est-ce que le débat, il n'a pas besoin quand même aujourd'hui de radicalité ? Alors, la radicalité, elle est partout. C'est-à-dire, est-ce on peut être nuancé, par exemple, sur des sujets comme l'écologie, sur la question des discriminations contre les minorités, sur la question de l'égalité femmes-hommes ? Est-ce qu'on peut encore apporter des nuances à ces sujets dont on pourrait dire assez simplement que la planète brûle, il faut faire quelque chose, les femmes gagnent moins que les hommes, c'est inadmissible, les minorités sont discriminées, ça l'est tout autant. Vous voyez, est-ce qu'il y a... J'en discutais... Est-ce que nuances et radicalité sont compatibles ? J'en discutais récemment avec Dominique Bourg, que vous connaissez, un grand penseur de la défense de l'environnement, et qui, je m'amusais de voir qu'il avait au fond débuté comme un démocrate chrétien tout à fait raisonnable, et que maintenant il avait des positions de désobéissance civile tout à fait assumées. Et ce qu'il me répond très justement, c'est pas moi qui me radicalise, c'est la situation, d'une part, et c'est ceux qui ne veulent pas comprendre, entendre. Donc de ce point de vue-là, oui. Mais, comment dire, il faut s'entendre sur le terme de radicalité. La radicalité, c'est aller, de fait, étymologiquement, à la racine. C'est-à-dire à la racine des mots, à la racine des problèmes, et c'est poser véritablement les problèmes. Radicalité ne veut pas forcément dire violence, extrémisme, insulte, etc. Il faut vraiment, pour le coup, distinguer. Alors, dans l'actualité aussi, la sortie de Mein Kampf chez Fayard, ça ressemblera à peu près à ça. Donc une version augmentée, un peu grand format, qui s'intitule « Historiciser le mal ». Ce que je tiens là, c'est le dossier de presse, hein, rarement un livre d'histoire, un livre tel que Mein Kampf aura eu un tel dossier de presse. Hein, je veux dire, il est vraiment d'une pédagogie aux petits oignons. On voit à quoi ça ressemblera, les notes de bas de page, etc. En gros, il a fallu bien expliquer pourquoi on ressortait Mein Kampf en France en 2021 dans une grande maison d'édition qui est Fayard. Donc, ça coûtera 100 €, ce livre. C'est une somme, c'est tiré à 10 000 exemplaires, c'est uniquement sur commande, ça ne sera pas exposé en librairie, et c'est un livre, donc c'est Mein Kampf, augmenté d'analyses d'historiens parmi les plus grands connaisseurs du nazisme. Vous en faites partie de ces grands historiens, mais vous avez refusé de vous y coller. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est beaucoup de travail, et qu'on a mieux et autre chose à faire, à utiliser du temps d'enseignants-chercheurs payés par nos impôts, que de rééditer, et même sous une édition critique, un texte dont on sait, et dont mes collègues savent, qu'il a très peu été lu et qu'il a été rédigé ou dicté en partie par un individu qui n'est pas si important que cela pour comprendre ce que c'est que le nazisme. Des structures sociales, une culture, une dynamique, et non pas la réduction à un homme. Moi, ce qui me gênait, c'est que, d'une part, on mythifiait le livre en lui donnant le statut que les nazis voulaient lui donner, c'est-à-dire celui de la Bible du mal. Ouais. D'ailleurs, je trouve le titre « Historiciser le mal » très mauvais, parce que le mal n'est pas une catégorie historienne. Voilà. Le mal, c'est en théologie, c'est en métaphysique, c'est en éthique, mais ce n'est pas en histoire. En histoire, il y a des crimes,
Et en histoire, il y a des actes mauvais, mais le mal, c'est une catégorie théologique qui a trop souvent été utilisée justement pour ne pas penser le nazisme. On a parlé de satanisme, d'archange du mal, etc. Non, ça c'est du nébuleux, ça n'a rien à faire. Historiciser le crime, pourquoi pas ? Le terme d'historiciser est important, mais mal, c'est très mal choisi, c'est le cas de le dire. Donc, on donne à ce livre un statut qu'il n'a jamais eu, mais que la propagande nazie lui a donné, et on donne à son auteur également le statut que les nazis lui donnaient lui-même, c'est-à-dire celui qui a tout pensé, tout prévu, etc., au risque d'entretenir dans le grand public, du fait même que l'on en parle autant, d'entretenir cette idée fausse que le nazisme, c'est l'hitlérisme. Non. Le nazisme, c'est pas un seul homme, c'est pas le joueur de flûte d'Amelin qui a amené les rats hors de la ville, c'est pas du tout ça. C'est une société européenne, occidentale, qui a participé à la guerre et au crime, et c'est à cela que les historiens doivent se confronter. Et pour cela, il y a d'autres sources à lire et à travailler que Mein Kampf. Plus intéressante. Oui. À qui il va s'adresser ce Mein Kampf augmenté qui coûte 100 €? C'est la question. Est-ce qu'un prof d'histoire, je sais pas, en collège-lycée, va avoir envie de l'acheter? Ou est-ce que ce qu'il y a dedans, il ne peut pas déjà le trouver dans de nombreux ouvrages, j'imagine, qui existent et qui analysent ce livre? La bibliographie, y compris en français, et grâce aux traductions que nos éditeurs ont faites de grands historiens allemands, britanniques, américains, et avec nos propres travaux, la bibliographie en français, elle est largement suffisante pour explorer cette période et ces mécanismes. On n'a pas besoin de ça, vraiment. On n'en a pas besoin. À qui ça s'adresse? Aux chercheurs, non, parce que les chercheurs lisent l'allemand, et puis par ailleurs, il y a une très bonne édition en Allemagne, une bonne édition critique. Et puis au grand public et aux enseignants, non plus, parce que l'éditeur l'a mis à 100 €. Donc quand on veut diffuser le savoir, déjà, c'est pas le bon vecteur, et d'autre part, c'est pas le bon prix. Il faut quand même saluer que la décision des éditions Fayard de rendre la publication au fond discrète. Alors ça peut paraître curieux parce qu'on ne parle que de ça en ce moment, mais de fait, ça ne sera pas exposé en librairie, voilà, quoi. C'est pas en vitrine non plus. C'est ça. On avait été beaucoup, Annette Viviorca, des responsables politiques, moi, à dire en 2015 que au milieu des Zemmour, Buisson, etc., avoir en plus Hitler en tête de gondole, ça commençait à faire beaucoup en termes de contexte. Donc ça, c'est pas le cas. C'est hors office. Donc et c'est un coût d'édition confidentiel au final. Ça devait être un coût d'édition, ça se transforme en... En fait, vous avez résumé l'histoire qui a 10 ans, l'histoire de cette édition, qui est qu'au départ, vous aviez des éditeurs qui voulaient faire un coup, très clairement. Il y a eu un rappel à l'ordre de l'éditeur par tout un débat, et l'éditrice en l'occurrence, ou les éditrices, Sophie de Closet, Sophie Ogre, en ont tenu compte et ont voulu invisibiliser ce texte. Mais du coup, pourquoi avoir passé autant de temps? Pourquoi tant de peine, au fond? Pourquoi tant de peine? Alors que parler des femmes dans le Troisième Reich, ça c'est intéressant, c'est votre documentaire qui met en lumière, c'est ma dernière question, on s'y attendait pas forcément, ça met en lumière que le régime nazi a pu être émancipateur pour les femmes. Oui, alors c'est un documentaire réalisé par... Un peu mal de le dire, mais bon. Oui, un documentaire réalisé par Christian Delage, qui est historien et réalisateur d'un immense talent. Et nous avons fait donc ce film en 2 volumes sur les femmes dans le projet nazi. La femme d'abord matrice de la race, en reprenant les concepts nazis, en montrant ce que les nazis voulaient faire des femmes, c'est-à-dire revenir contre l'émancipation qui s'était faite depuis les années 20, revenir donc au foyer, etc., des choses très connues, mais... Deuxième partie du documentaire, les femmes en guerre, les nazis ont été au fond contraints par le contexte qu'ils ont eux-mêmes créé, contexte d'une guerre, où ont participé 18 millions d'hommes allemands. Ils ont été obligés de remettre les femmes au cœur de la cité. Et on arrive à ce paradoxe assez sidérant que le régime nazi, pendant longtemps, a été un régime émancipateur pour les femmes. Ce qui nous amène à la question du consentement, voire de l'adhésion à un régime qui, pour nous, est l'acmé du crime, bien sûr, et qui, pour les contemporains, a pu revêtir des formes séduisantes, désirables. Ça a été le cas pour une grande partie des femmes allemandes qui, en comparaison de ce qu'avait été leur statut sous le Kaiserreich, sous l'Empire, eh bien, ont pu bénéficier d'une présence autre dans la cité, et qui en ont gardé le souvenir parce que, à l'Est, on a poursuivi l'émancipation des femmes pour des raisons idéologiques en RDA, mais à l'Ouest, ça a été une remise sous le boisseau avec
les chrétiens démocrates qui s'appesantissent sur la société jusqu'à aujourd'hui. Au fond, les crèches et l'aide aux femmes, l'aide aux mères a été réhabilitée par Angela Merkel, qui est une femme de l'Est. Merci Yoann Chapoutot. Donc, ce documentaire est disponible en replay sur le site de la chaîne Histoire et il va être rediffusé, puisqu'il a été diffusé cette semaine. Absolument. Et l'ouvrage collectif auquel vous avez participé, je rappelle, Sorbonavirus, disponible dans toutes les bonnes librairies. À l'air libre, c'est fini pour cette semaine. Merci à la rédaction et à l'équipe technique de rendre cette émission possible chaque jour. Je remercie Christophe Guignot, Célia Mebroukine, Youmni Kezouf, Martin Bessin, Armel Baudet et aux manettes Justine Mazoyer, Jimmy Beaufils, Stéphane Pruvot, Stella Guillaume. Bonne soirée, bon week-end. On se retrouve lundi avec Mathieu Magnodex.